Bon, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous, participants et intervenants de cette journée organisée par la Forpel sur le thème Amour et dépendance. Donc, vous avez tous eu le programme, si vous souhaitez en savoir plus, on en parlera. Nous allons commencer avec le professeur Nicole Jamet qui est à ma droite. Le professeur Nicole Jamet est maître de conférence honoraire de psychopathologie à l'université Paris-Descartes. Elle est spécialiste du lien mère-enfant. Elle a exercé pendant de nombreuses années en tant que psychothérapeute au centre de guidance de l'Institut de puéricultrice dirigé par Michel... Puériculture, excusez-moi. Dirigé par Michel Solé à la Fondation Vallée. Et actuellement, elle enseigne au Centre Sèvres, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Voilà. Bon, elle a publié notamment tout récemment un livre qui s'appelle Lettre au couple d'aujourd'hui, les nouveaux défis de la vie à deux, qu'elle a coécrit également. Et elle a écrit également Entre toi et moi. Que j'ai coécrit avec mon mari Philippe Jamet. Voilà. Et Entre toi et moi, la découverte des possibles. Voilà. Elle a écrit beaucoup d'autres ouvrages dont elle vous parlera tout à l'heure aussi. Nous n'avons pas pu, puisque nous ne sommes quand même pas une annexe de la librairie Odile Jacob et autres, faire venir tous les livres que Madame Jamet a écrits. Mais néanmoins, ce serait intéressant d'en parler avec elle. À la pause, tout à l'heure, il y aura une séance de dédicace. Donc, vous pourrez la rencontrer, échanger quelques mots avec elle, pendant qu'elle vous dédicacera ses ou son livre. Voilà. Madame la professeure, je vous laisse la parole. Merci. Bien, alors, puisqu'il s'agit d'amour et de dépendance, il m'a paru important de commencer en parlant des premières relations qui sont le creuset de tout amour. Un bébé tout seul, ça n'existe pas, énonçait Winnicott. Nous sommes en effet des êtres fondés et construits ou détruits par la relation à l'autre. Mais cette dépendance, sans laquelle il n'y a pas de véritable amour, si je n'accepte pas une certaine dépendance, je n'aime pas, est très souvent refusée, cette dépendance, car elle est vécue comme une menace sur son propre territoire. Alors comment comprendre cela? D'abord, un tout petit peu de théorie, je ne vais pas en faire trop, mais quand même un tout petit peu, avant une illustration par des romans. Pour le bébé, la première expérience qu'il fait de l'amour, c'est une expérience de confusion avec sa mère. Ça, je crois que c'est quand même très important de le rappeler. Si on regarde un bébé, enfin, si on regarde une mère en train d'allaiter son bébé, nous, on voit deux personnes, la mère qui allaite son bébé, puis le bébé qui tète. Bon. Eh bien, il faut dépasser les évidences de l'observateur pour essayer de se mettre à la place du bébé. Nous allons alors découvrir un tout autre monde. Le bébé, lui, il ne sait pas que sa mère existe. Et il tète un sein qui fait partie de lui. Sa mère et lui sont à l'origine totalement indifférenciés dans le plaisir qu'elle lui donne. C'est le plaisir qui indifférencie. Donc, là où nous voyons deux personnes, il n'y en a qu'une. En revanche, ce que nous ne voyons pas et qui va régir le monde du bébé est une autre façon de le séparer en deux. Pour le bébé, il n'y a pas sa mère d'un côté et lui de l'autre. Il y a tout ce qui lui donne du plaisir et qu'il identifie comme étant lui, parce que le plaisir et les bonnes expériences unifient son corps. Et de l'autre côté, il y a le déplaisir et les mauvaises expériences qui, le faisant éclater au dehors, sera expérimenté comme le mauvais qu'il faut expulser, qu'il faut mettre dehors. Ainsi, tous, nous débutons sur un clivage fondateur. Le bon, c'est moi, et le mauvais, que je me dois d'expulser de moi, c'est l'autre, le dehors, c'est l'étranger, hein. Mais si l'enfant qui grandit reste organisé autour de ce clivage, cette séparation radicale, le drame de cette position, c'est que le monde ne renverra plus qu'à l'éprouver de bien-être ou de mal-être du sujet dans un rapport binaire qui ne peut alors plus être que violent. C'est ou lui ou moi, il n'y a pas d'autre alternative. L'apprentissage du réel et la différenciation soi-autre n'advient que de la progressive acceptation de la frustration et du déplaisir.
C'est parce que le monde résiste à mon désir que j'apprends qu'il y a peut-être un autre. L'autre comme synonyme ici de réel, et que je peux petit à petit faire la différence entre mon plaisir et la réalité, l'autre et moi. C'est donc cette expérience du réel et de l'autre, c'est la même chose que nous faisons sous la forme inéluctable d'un ressenti de haine et de radical rejet. Et non pas, c'est pas une idée, c'est un sentiment. Car il nous est intolérable que l'autre ait une existence à soi alors que nous ressentons la nécessité impérieuse de sa présence. On comprend alors l'importance de la prise de conscience de ces sentiments négatifs, c'est-à-dire prise de conscience, c'est-à-dire passage de la sensation brute à la mise en mots des émotions, pour construire peu à peu des frontières entre l'autre et moi. Car le premier problème pour tout un chacun va être, non pas de se rejoindre, de s'aimer, de je ne sais pas quoi, va être de se séparer et de construire son propre territoire avec des frontières pour pouvoir alors, et alors seulement, rencontrer l'autre dans un lieu tiers d'échange affectif avec lui. Mais ce dépassement du clivage par liaison du bon au mauvais, c'est ce qu'on appelle l'accès à l'ambivalence, qui va permettre de construire une image plus ajustée de la réalité, ne peut se faire qu'à une condition, c'est que les bonnes expériences priment sur les mauvaises. Sinon, la liaison amènerait automatiquement une submersion par le mauvais, et dans ce cas, le clivage est la seule solution pour quand même garder quelque chose de bon et vouloir continuer à vivre. Or, ces bonnes expériences qui priment sur les mauvaises, elles ne dépendent pas que de moi, mais de mon environnement trouvé là, comme dit Winnicott. Quand nous aimons quelqu'un, nous pensons lui, moi. Dans cette relation mère-enfant, pourtant, une évidence s'impose. Est essentiel le courant affectif qui circule entre les deux, fait de ce que la mère donne et reçoit, et réciproquement, mais aussi du climat de confiance qui est vécu entre elle et son mari. Comme l'écrit Martin Buber, l'amour n'est pas un sentiment attaché au jeu et dont le tu serait le contenu ou l'objet, il existe uniquement entre le je et le tu, entre. Le rôle de la mère ou de son substitut va être ici déterminant. C'est à elle que va être dévolue la tâche de moduler et de transformer pour son enfant ses mauvaises expériences en les partageant affectivement et en les lui faisant vivre dans un climat de tendresse et de sécurité aimante. La haine, perdant alors son caractère destructeur, peut être reconnue sienne et non évacuée au dehors, autrement dit sur les autres, et cet accès à l'ambivalence permet un début de différenciation. Un espace se met alors peu à peu à exister entre l'autre et moi, dans un progressif apprentissage du réel. C'est cette ébauche de différenciation qui trouvera son issue dans le conflit oedipien. Mais parlant de disponibilité maternelle, il faut encore préciser que cette disponibilité n'est structurante pour l'enfant que si la mère ne s'y engouffre pas sans reste, menaçant alors son enfant du même engouffrement et rendant toute frustration et tout manque synonyme de perte et d'anéantissement. C'est parce que déjà un autre que l'enfant est dans la tête de la mère et le cœur de la mère que cet enfant pourra imaginer une autre présence que physique et accéder pour lui-même à la catégorie de l'absence. Ce ne sera plus la perte, ce sera l'absence qui est une forme de présence intérieure. Pour pouvoir être deux, il faut toujours être trois. Quand on est deux, on est un. Pour être deux, il faut être trois. Ce tiers va cristalliser les affects de haine rivale. S'il n'était pas là, l'enfant pourrait rêver qu'il aurait sa mère tout à lui et avoir un rôle essentiel. S'affirmant comme partenaire exclusif de la mère, il interdit dans le présent à l'enfant de prendre sa place et ce faisant, il ouvre un avenir à l'enfant. S'il renonce à ce désir, comme lui plus tard, il trouvera une place unique avec une autre partenaire. Cet interdit paternel sort l'enfant de la captation par la mère et repermet une distribution de la haine et de l'amour et le maintien d'un lien à un objet satisfaisant. Je veux dire que quand il se sentira plein de haine envers l'un, l'amour qu'il ressentira pour l'autre lui donnera un lieu temporaire de sécurité qui rendra sa haine tolérable et pensable.
À partir de là, un travail de correction du bon et du mauvais, donc de l'amour et de la haine, va se faire, aboutissant à cet accès à l'ambivalence dont nous avons déjà parlé. Il n'y aura plus un père haï et une mère aimée ou inversement, mais il y aura pour soi-même acceptation d'un conflit amour-haine et en face de soi, reconnaissance de personnes entières suivant un principe de réalité. Bien sûr, ce conflit intériorisé est source de souffrance puisqu'il est lieu de la culpabilité et c'est ce qui ne sera pas supportable par la majorité d'entre nous. Mais c'est précisément cette culpabilité reconnue envers l'autre pour des actes précis qui fait accéder aux possibilités de réparation agie et donc qui permet peu à peu de renforcer le bon au détriment du mauvais, l'amour au détriment de la haine. Pour résumer notre propos, j'en ai fini avec ma théorie, on peut dire que l'amour s'apprend dans l'interaction de 3 lieux d'échange. Au creux des bras maternels, dans la relation à un père qui s'impose entière, et ce qu'on oublie en général de prendre en compte, dans la relation vécue entre le père et la mère. Alors, pour illustrer ça, on va écouter une héroïne d'un roman qui s'appelle Denise Le Sure, un roman qui a été écrit par Annie Ernaux, Les armoires vides, où nous est présentée au début et à la fin du livre, elle est en train de se faire avorter. Ça va être une méditation et une plongée dans les souvenirs de son enfance et de son adolescence, à la recherche du comment elle a pu en arriver là. Et d'ailleurs, elle écrit 10 ans plus tard la même histoire qui s'appelle La Place, avec un petit peu plus de recul. On peut lire ces livres comme des romans sociologiques, parlant du fossé qui se creuse entre 2 classes sociales quand des enfants réussissant des études laissent derrière eux des parents frustres et incultes. Ainsi, des parents de Denise Le Sure, ils sont cafetiers, mais ils mettent leur fille à l'école libre dans un désir de promotion sociale. Et voilà qu'elle est toujours première, qu'elle réussit formidablement et qu'elle va monter à Paris faire des études de lettres. Revient alors en leitmotiv la déchirure incomblable entre les 2 mondes auxquels appartient Denise. D'une part, ses efforts d'assimilation à une autre culture et d'autre part, son enracinement dans une autre manière d'être, creusant un écart marqué par la honte indépassable de ses origines. Mais on va aller au-delà de cette lecture manifeste dans une perspective d'une certaine façon d'aimer, qui, indépendamment des contextes sociologiques, entrave chez des enfants le nécessaire travail de reconnaissance et de liaison de la haine à l'amour, laissant alors la haine faire son travail solitaire de mort. N'oublions pas que dans ce texte, l'héroïne nous raconte l'histoire de son avortement. Donc, des parents qu'elle va nous décrire, qui essaient de tout donner, mais qui ne demandent jamais rien en retour. Il n'y a rien de plus mortifère. Donc, on va reprendre les 3 paramètres essentiels que j'avais énoncés. L'amour est appris au creux des bras maternels. Voici ce qu'elle raconte. Sa mère, elle essaye de la combler, allant jusqu'à devancer ses désirs. Je cite, « Un monstre, si encore il ne m'aimait pas. » Mais ils n'ont pas grand-chose à me dire. Ils m'achètent tout ce qui me fait envie. Des livres, un bureau, des étagères pour les livres. Ma mère, elle arrive sur la pointe des pieds. « T'aimerais pas avoir un fauteuil pour être un peu mieux installé quand même pour tes écritures. T'iras choisir toi-même, etc., etc. » Ses parents donnent tout. Mais précisément, ils ne savent pas recevoir. Alors, un tout petit exemple, je cite, « La fête des mères, on doit s'y mettre 3 mois avant. Celle qui fait le plus beau coffret à bijoux éclate d'orgueil. On la félicite d'aimer si bien sa mère. Pour moi, c'est pas la peine que je me fatigue. La mienne, elle foutra le machin dans un coin et on n'en parlera plus. » Le don à sens unique rend ici la réparation impossible. Il s'agit pour cette mère de se rassurer, elle, sur sa propre bonté, tellement elle a peur de ne pas être aimable. La satisfaction donnée l'est alors non pas pour le bien de l'enfant, mais pour écarter le danger relationnel qui inclut toujours une possible remise en question de l'image de soi. Combler l'enfant ici, c'est se combler soi-même dans une contrainte à éviter de ressentir ses propres sentiments négatifs. L'enfant ici est un nécessaire miroir à la toute bonté du parent, car celui-ci, manquant cruellement d'un regard intériorisé bienveillant,
ne peut pas se permettre de manier l'agressivité en entrant par exemple en conflit avec l'enfant. Alors ça c'est super fréquent dans les consultations de mères et d'enfants que j'ai pu vivre. Hein. Il y va pour lui du risque impossible à prendre de ne plus être aimé dans la réalité. Cependant, personne, pas même un bébé, ne peut faire l'économie des sentiments de haine, de rage ou d'envie et de la souffrance qu'ils occasionnent. Or, si l'enfant est ainsi laissé seul avec ses sentiments négatifs, sans aide pour les reconnaître et les domestiquer, puisque toute la stratégie des parents est de les ignorer, il sera vite débordé, submergé par des vécus de détresse, l'obligeant à défléchir cette violence agissante, bien que méconnue en tant que telle, contre lui ou contre les autres. Aucune révolte justifiée n'est possible pour elle, elle est comblée, mais en même temps, elle n'a aucun lieu de réparation, lui donnant alors de vivre des sentiments massifs de culpabilité. Deuxième chose, un père qui s'impose au couple mère-enfant. Il ne sait pas parler ou jouer avec sa fille. Finalement, quand il veut jouer avec elle, il fait comme s'il était son copain et il se laisse maltraiter dans un jeu ambigu où se mélangent sexualité et agressivité. Je cite. Bagarre, séance de coiffure, chansons, chatouilles, avis d'échauffer, je voulais être la plus forte. Je lui triture les oreilles, les joues, je lui malaxe la bouche pour dessiner des grimaces horribles qui me font peur. Je sens rien, tu peux y aller. Alors je marque-boute sur les barreaux de la chaise pour lui écraser le petit doigt tout rouge, terminé par un ongle crevassé et noir. Un père qui ne sait pas non plus imposer une quelconque loi, sauf dans un souci du qu'en dira-t-on, comme sa femme d'ailleurs. Je cite, pas beaucoup d'interdictions. Liées à la présence des clients la plupart du temps, il ne faut pas entrer sans dire bonjour, ça non, ne pas se faire prendre en train de piquer un chewing-gum devant une cliente. Alors, hurlement, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. La comédie habituelle pour rassurer les clients. Toute la journée, cependant, je faisais ce que je voulais. Père, finalement, qui au lieu de s'imposer, va se faire exclure du couple mère-fille, on n'avait pas besoin de lui. Donc, aucune imposition de limite dans un maniement possible de l'agressivité par un père qui tiendrait sa place et serait reconnu à la fois par la mère et par la fille. Dernière chose, la façon dont les parents s'aimaient entre eux, je cite, « Ils n'avaient pas de caresses et jamais de gestes tendres l'un pour l'autre. Lui et ma mère, ils s'adressaient continuellement la parole sur un ton de reproche, jusque dans le souci qu'ils avaient l'un de l'autre. Mets ton cache-nez pour dehors, on aurait dit des injures. Il chicanait sans cesse pour savoir qui avait perdu la facture du limonadier, oublié d'éteindre la cave. Elle criait plus haut que lui parce que tout lui tapait sur le système. Échange hebdomadaire, zéro, cinglé, triste individu, vieille garce, etc. Ainsi, l'agressivité est-elle érotisée et sert-elle à dire le lien entre les parents, mais dans une décharge brute et gratuite, servant surtout l'expulsion directe des tensions. Alors, les conséquences. Eh bien, les conséquences, c'est assez facile à deviner. Un sentiment de culpabilité et d'impuissance menant à l'autopunition. D'abord, nous trouvons chez Denise un sentiment diffus et sans fond de culpabilité, non dépassable, car sa haine est vécue comme gratuite et non justifiée. Ses parents, ayant tout donné à leur fille dans un oubli d'eux-mêmes, l'ont malgré eux érigée en idole, sans lien d'échange entre eux. Il n'y a pas d'entre. La conséquence est double. À la fois, ils l'ont fait vivre dans un contexte particulièrement insécure, puisque se présentaient comme des modèles identificatoires sans valeur et indignes même d'être aimés et respectés. Or, les bases narcissiques de l'enfant se construisent sur celles des parents. À la fois, ils ne lui ont donné aucune occasion juste de révolte ou de reproche. Comment alors aurait-il pu faire ce travail de liaison de la haine à l'amour ? Et cette haine brute, Denise Le Sur la vivra massive envers ses parents d'abord, haine si scandaleuse qu'elle va se condamner elle-même et ne trouvera d'autre issue que de la retourner contre elle dans une impossibilité à s'aimer et ou à aimer quiconque. Je cite, « Une salope que je suis ». Étrangère à mes parents, je ne voulais plus les regarder. Les seuls moments qui me rattachaient à eux étaient des explosions de haine ou de culpabilité. Pas de salut possible, coupable, coupable. Puis, je recite, «
C'est moi que je hais. Je leur suis montée dessus. Ils triment au comptoir et je les méprise. À quoi ça sert? J'ai pas d'amis, je m'attache à personne. Les mouches tourniquent sur la vieille cloche à fromage bosselé, le même depuis 10 ans. C'est peut-être moi qui les ai empêchés de s'acheter une belle épicerie. Ils pourrissent rue Clopard et je ne peux rien pour eux. Comment ne pas se sentir submergé par un sentiment d'impuissance et de désespoir? Toutes les prières de pénitence n'y feront rien. Il faut que je sois puni. Moi seul, je reste avec mon vieux péché inclassable, etc., etc. Pas de rémission possible. Elle se vit confrontée au désespoir d'être à tout jamais mauvaise face aux autres filles qui toutes échappent à cette condamnation. C'est ça qui était terrible. Je croyais qu'elles allaient bien et qu'il n'y avait pas de problème. Alors voyez, l'idéalisation d'un côté et puis de l'autre côté, sa profonde culpabilité. L'idéal qui aurait dû porter les projets d'être comme les parents, rabattus sur elle, a empêché le temps de se déployer. Je cite, « J'ai toujours pensé que j'étais la seule, qu'il y avait d'autres filles comme moi paumées à l'école, pas à l'aise, ne m'a jamais effleurée, à la fac non plus. » Ainsi, elle se sent à part, dans sa bulle imaginaire, isolée par son sentiment d'être un monstre d'ingratitude et, du coup, incapable de se mettre à la place de quiconque. Mais paradoxalement, ce sentiment d'être à part et sa façon de s'absenter lui sont nécessaires pour se protéger du risque de confusion entre elle et les autres. Expliquons-nous. L'amour prodigué par ses parents a été une façon de se mouler sur ses moindres désirs, en tout cas ce qu'ils en imaginaient, lui donnant alors à vivre qu'aimer équivalait à être totalement identique. Le mode de vie de ses parents renforçant ce sentiment d'être confondu avec eux. Je cite, « Je m'éloignais, j'essayais de ne plus les voir, mais je ne pouvais pas me séparer d'eux. » C'est une psychologue extraordinaire, Annie Ernaux. Un passage métaphorise cet espace parental comme espace entièrement ouvert et où personne n'a à sa disposition un lieu d'intimité. Arrivant en retard en classe, elle entre sans frapper ni s'excuser et elle ne comprend pas pourquoi la maîtresse la fait ressortir. Je cite, « Chez moi, on entre quand on en a envie. Personne n'est jamais en retard au café. C'est sûrement un moulin chez moi. » Face à son angoisse d'empiètement par manque de frontières, elle trouve alors une parade dans un essai d'anesthésie, dans un essai de détachement. Je cite, « Je commençais à ne rien voir, à ignorer la boutique, le café, les clients et même mes parents. Ce désinvestissement des parents est une des issues trouvées face à un travail psychique de différenciation d'avec eux qui n'a pas pu se faire. Car encore une fois, l'amour sans frontières et sans loi, c'est l'engouffrement, la perte d'identité. » Je cite, « Quand ai-je eu une trouille folle de leur ressembler à mes parents? Il a fallu des années avant de gueuler en me regardant dans la glace que je ne peux plus les voir, qu'ils m'ont loupé. L'angoisse de ne plus savoir qui elle est, en tout cas ne plus savoir si elle n'est pas devenue identique à eux, si elle se laisse aller à les aimer à son tour, ce qui pour elle voudrait dire avoir les mêmes désirs qu'eux. Alors, elle ne peut plus guère pour elle, cette gosse à qui tout était permis, que de prendre ce qui lui fait envie dans l'instant. Je cite, « Le bonheur des petits chats, d'ouvrir les yeux et de regarder, tout était à prendre. Même si ça me dégoûte de me rappeler ce que j'aimais, ce que j'admirais. Le monde était là en 1000 morceaux de faim, d'envie de toucher et de déchirer, la sensation, attachés ensemble par le petit fil tenace, bavard, moi, Denise Le Sur, moi. Il s'agit là de prendre, mais surtout de ne pas être pris, ni de s'attacher dans une angoisse folle de dépendance. Les flirts, ma revanche, le plaisir et la pureté confondus, je n'appartiens à personne. Mais je leur prends, à eux, les bourgeois, des manières, des mots, des goûts. Quand on ne peut pas ressembler à ses parents, pas de modèle, rien, le truc horrible. Il faut bien chercher à imiter, je cite. Toutes les autres, elles vivent pour elles écoutent, elles écrivent, elles vont tranquillement au cabinet. Mais moi, je les regarde, écouter, écrire et aller au cabinet.
Nous ne serions pas étonnés si ce monde où il s'agit d'imiter et de prendre aux autres les signes apparents de la réussite est un monde dans lequel les valeurs intérieures ne prennent pas sens et même sont tournées en dérision. Mais qu'était la morale de ses parents? Un jour, sa mère la trouve avec un garçon, je cite, « Peur, c'est tout ce qu'elle avait à cause des babillages des clients, de mes études. Sa morale, c'était de la trouille. » Toutes les valeurs sont subverties. Elles deviennent des moyens d'être supérieures aux autres, comme par exemple le catéchisme. Mais voilà que le jour de sa première communion, sa robe, sa famille, elle s'aperçoit qu'elles ne sont pas à la hauteur. Je cite, « Il n'y a que moi sur le carreau, fini le triomphe, Denise Le Sûre, la première du catéchisme pourtant, la supériorité, l'espérance, idéal, bouquet, cadeau. Ma robe fait camelote, elle est salie. J'en pleurerais de rage. C'était bien la peine de se monter la tête au sujet de cette première communion. Ça a été 10 fois pire que les autres jours. Soit on cherche à atteindre l'idéal, être le premier, le mieux, soit il n'y a plus rien. Il n'y a que le sale, le moche, la honte. C'est le règne du tout ou rien, du triomphe sur l'autre ou de l'humiliation. Alors, si toutefois la morale ou la religion vont être refusées car elles s'y sentent condamnées, en revanche, ce qui va servir ce triomphe qu'elle cherche et qui va lui permettre de s'apprécier elle-même. On a besoin de s'apprécier, de s'aimer soi-même. Ce moyen de renverser la situation de son vécu d'infériorité en preuve de sa supériorité, ce sera le domaine des études et de l'écriture. Le seul salut qui lui reste est dans la revanche, la vengeance sur ce monde qui l'humilie et l'écorche vive, la haine. Et effectivement, ce sera bien sa haine qui va devenir le moteur de sa réussite intellectuelle, dans une volonté farouche de rivaliser, de mépriser, d'écraser ses copines, de se différencier d'elles. Elle le dit et elle le répète, il s'agit, je cite, de les baiser toutes. Mais ce qui, sur le plan intellectuel, va être facteur de promotion et de réussite, ne peut qu'échouer sur le plan affectif. Elle a construit contre les autres, mais pas pour elle. Et ce sera cette même haine qu'elle va retourner contre elle dans un besoin contraignant de s'auto-punir. Le livre se termine sur cette idée qu'il lui faut sans cesse se justifier et se différencier. On retrouve bien là la condensation de toute sa problématique, se justifier, oui, d'accord, mais où et comment se valoriser quand on se sent si vulnérable et si haineux qu'on se condamne soi-même, et se différencier, oui, mais où et comment se différencier quand l'amour n'a pas intégré la haine et qu'il donne ainsi la mort de la confusion. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur.